Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui la vidéo va se décomposer en deux grandes parties, la personnalisation et le trapèze. C'était l'autre. La personnalisation et le trapèze. Avant de parler de personnalisation, revenons aux origines de l'automobile, au début du XXe siècle. L'industrie automobile était à ses débuts organisée de manière à ce que les constructeurs fabriquaient châssis et moteurs. Le client faisait ensuite habiller la voiture chez le carrossier de son choix. Sur le plan technique, un radiateur sert à refroidir le moteur. Au contact de l'air, il permet en fait de dissiper la chaleur émise par la mécanique. Les ingénieurs vont adapter sa forme afin d'améliorer le style ou les performances. Ettore Bugatti préféra par exemple pour ses voitures adopter une forme ovoïde. Pour des raisons aérodynamiques, le radiateur va voir sa base s'aplatir et donner naissance à la fameuse calandre en fer à cheval. Rolls-Royce de son côté va rester fidèle au côté angulaire, mais apporter un côté un peu plus clinquant en le chromant entièrement. Encore aujourd'hui, Bugatti et Rolls-Royce perpétuent les formes de leur calandre originelle sur leur gamme de véhicules modernes. Mais la personnalisation va au-delà de la forme, car on pouvait y ajouter un bouchon sur ce radiateur. Chaque marque produisit alors sa propre mascotte, le lion pour Peugeot, le jaguar pour la marque Jaguar et la célèbre étoile pour Mercedes. Ainsi, entre les années 1910 et 1930, de nombreuses œuvres sont signées par des sculpteurs reconnus. François Bazin créa la cigogne d'Hispano Suiza, Rembrandt Bugatti l'éléphant qui trône sur la célèbre Bugatti Royale, et le mythique Spirit of Ecstasy de Charles Sykes pour Rolls-Royce. Les heureux propriétaires de voitures ne vont pas se limiter au bouchon du constructeur, et chacun va alors installer sa propre statuette. Le grand verrier français Lalique développera lui de magnifiques sculptures, qui sont aujourd'hui considérées comme les plus belles pièces du monde. Du côté plastique de la voiture, les premiers artistes automobiles étaient donc les carrossiers qui vont donner une robe à ces engins. On s'adressait alors à des grands noms, Chaperon, Figoni et Falacci, ou encore Saucik. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais ces trois voitures sont en fait le même modèle. Une Delahaye 135 carrossée par différents artisans. Dans les années 30, le travail de la carrosserie était incontestablement dominé par les Français. Quand on avait une voiture française, on était là. Un peu plus haut quoi. En fait, on était le boss. Mais malheureusement, la guerre et les voitures de série vont avoir raison de ces carrossiers. Dans les années 40, l'automobile prend une nouvelle tournure. Dorénavant, les voitures doivent être simples à fabriquer et tenir dans le temps. Les Européens vont une nouvelle fois s'inspirer du modèle américain pour évoluer et répondre aux besoins de la population. Au retour de la guerre, les Américains voyagent et achètent en masse. Il faut donc des véhicules en conséquence. 1947 marque l'apparition de la nouvelle Studebaker Champion, conçue par le brillant Raymond Loewy. Bien que les voitures à coffre existent déjà, elle devient la première voiture dont le design est étudié pour s'adapter à la vie des Américains. Le coffre s'allonge et offre un espace volumineux pour courses et bagages de la famille. C'est ainsi que la berline à coffre est née. Désormais, la voiture ne sert plus seulement à se déplacer, mais devient un véhicule pour voyager. Les Européens vont donc adopter cette architecture pour créer de nouveaux modèles. Et en utilisant cette morphologie, beaucoup de voitures vont se ressembler. Mais alors, comment se différencier quand les voitures adoptent la même apparence ? Eh bien, les constructeurs vont s'inspirer de leur propre histoire. Au fil des décennies, la carrosserie a peu à peu recouvert le radiateur, laissant malgré tout une ouverture à l'avant. Cette fois, ce n'est plus le radiateur, mais l'orifice que l'on va torner. C'est à ce moment-là que les constructeurs se différencient par la fameuse calandre. Alfa Romeo va donc doter sa 1900 de son fameux Scudetto, Ford insère la map monde sur la tonus, Mercedes réinterprète de façon moderne le radiateur, pendant que Fiat balance du chrome à l'américaine. Mais malgré le fait que les voitures deviennent plus accessibles, elles restent néanmoins destinées à une classe très aisée. Les voitures populaires vont faire leur apparition, devenant alors les porte-drapeaux de leurs pays respectifs. Pour les carrossiers qui ont résisté, ces voitures vont leur permettre de retrouver leur activité d'antan. L'engouement autour des voitures populaires vont permettre à ces magiciens de transformer celles-ci pour s'adapter et correspondre à différents styles. Le meilleur exemple, c'est la coccinelle. Si vous vouliez rester sobre sans vous faire remarquer, le modèle de base vous convenait probablement. Pour faire quelques livraisons, je vous aurais probablement proposé la version Muysen, mais comment ne pas succomber à la version Karmann lors de promenades ensoleillées ?
De leur côté, les Anglais vont se servir de leur voiture pour inventer le roadster. En 1955, la MGA révolutionne le style et va avec l'Austin Healey devenir l'archétype des lignes du roadster britannique, notamment grâce à cette ligne de caisse horizontale légèrement arquée qui s'efface ensuite dans le passage de roue arrière. En 1956, la crise de Suez éclate. Dès lors, l'Europe se retrouve très vite sans pétrole. Il faut donc trouver une solution pour continuer à vendre des voitures. Les deux marques anglaises Austin et Morris décident de fusionner pour donner la British Motor Corporation. La BMC décide alors de remplacer sa voiture populaire, la Minor MM, par un nouveau modèle. Cette voiture doit être minimaliste, économique et attrayante, et va finalement révolutionner l'automobile. En 1959, une des voitures les plus iconiques de tous les temps va voir le jour, la Mini. Elle plaît énormément et va même jusqu'à inspirer le motoriste de Formule 1 John Cooper pour en faire une petite voiture de sport. En améliorant ses performances, Cooper va créer la voiture idéale pour courir en rallye, la fameuse Mini Cooper. La sportive n'est pas la seule version de la Mini. En passant elle aussi dans les mains des carrossiers, elle va suivre la tendance initiée par la coccinelle en s'adaptant à chaque besoin. Elle se décline alors en break, pick-up, voiture de livraison et même en Jeep avec la Mini Moke. À la fin des années 50, un véritable symbole de la lutte féministe apparaît. André Courrèges, Marie Quant et Pierre Cardin sont les premiers designers dans les années 60 à raccourcir les jupes. De là en découlent des jupes plus courtes avec une multitude de formes. Parmi ces nouveaux modèles, la jupe trapèze. Cette forme géométrique va ainsi devenir un symbole, et même l'architecture va s'en inspirer. L'architecture s'adapte également au nouveau monde. Dans les tours de bureau, on décloisonne les espaces et on travaille désormais dans un open space. Figures géométriques et espaces vont ainsi devenir les maîtres mots de la voiture contemporaine. En 1958, le carrossier italien Pininfarina exploite au maximum les avantages de cette forme en trapèze, avec l'Austin A40 qui ouvre la voie des voitures à haillons. Le haillon, c'est cette nouvelle porte qu'on va ajouter à l'arrière des voitures qui va permettre de charger et décharger plus facilement le coffre. Elle s'ouvre sur tout l'espace intérieur et on peut donc y charger des objets de grande taille. C'est pour ça qu'on dit qu'une voiture possède 4 ou 5 portes. 4 portes, c'est un coffre, 5 portes, c'est un haillon. 3 ans plus tard, du côté de la France, Renault lance la R4, une sorte de mini-break coupé. La firme française mise alors sur l'utilité plutôt que sur les belles formes, au contraire de l'Italie qui mise sur l'élégance avec l'Auto Bianchi Primula. En 1961, Jaguar surprend le monde entier avec sa Type E, une ligne sublime qui bien sûr intègre le fameux haillon, mais en ouverture latérale cette fois. L'italien Maserati dégaine lui la Mistral qui opte pour un haillon panoramique. Les berlines à haillons deviennent un symbole de modernisme et les berlines tricorps paraissent très vite dépassées. En 1967, le haillon s'agrandit et s'allonge. Pininfarina réinvente la voiture aérodynamique avec la BMC Aerodynamica. L'aérodynamisme inventé par Jarret reprend alors du sens. Mais le concept est trop posé pour la BMC qui va refuser le projet. Citroën, plus audacieux, va s'en inspirer pour aboutir à la GS puis à la CX. Cette nouvelle ligne plaît et les Italiens de chez Alfa Romeo et Lancia vont à leur tour les emprunter. Année après année, l'inspiration architecturale va s'amplifier. Et les lignes de l'open space vont désormais rendre l'extérieur et l'intérieur complémentaires. La voiture est désormais pensée comme un bâtiment à l'architecture horizontale, et l'on va désormais agencer ces voitures d'une manière structurée. En 1970, une voiture illustre cette tendance stylistique, le Range Rover. Le 4x4 anglais de volume assez simple paraît élégant et robuste. C'est à cette époque que Giorgetto Giugiaro conçoit l'architecture automobile moderne avec la Golf qui a su garder ses lignes encore aujourd'hui. En 1978, Lancia et Italdesign développent le prototype Mega Gamma. La voiture devient plus haute et permet d'accroître l'espace intérieur. Apparue juste après la crise du pétrole, cette architecture rationnelle répond parfaitement aux attentes des automobilistes. Et Renault va dans les années 80 sortir sa voiture spacieuse surnommée le TGV de la route, le très célèbre Renault Espace. Pour résumer, la voiture a connu depuis le début une volonté de se différencier. Le radiateur des premières voitures va au fil des années se voir orné d'une statuette, pour finalement donner à la calandre le devoir de se différencier. Mais les originalités les plus notables sont à attribuer à la carrosserie, qui va permettre de changer de style sans changer de voiture. Un style qui évolue avec les époques, passant de voitures minimalistes à véhicules pratiques.
Cette praticité a amené les populations à voyager en voiture, ce qui donnera la chance à Renault de lancer la voiture à vivre, le Renault Espace. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve dans le prochain épisode où on va parler de la naissance des GT et des supercars. Prenez soin de vous, allez ciao!